Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette belle université pour parler ce matin de panne de productivité. Alors on le sait, les gains de productivité sont le carburant de la croissance, mais aussi de l'élévation du pouvoir d'achat. Et ces gains se sont réduits dans les pays avancés sur les dernières décennies et encore plus en Europe et en France depuis la crise sanitaire. Quelles sont les explications que l'on peut donner à ce ralentissement ? Pourquoi le déploiement des nouvelles technologies qui devraient au contraire faire gagner en productivité ne s'est-il pas traduit par des gains significatifs au niveau macroéconomique ? Qu'attendre de la période à venir? Quelles seraient les possibles conséquences de gains de productivité qui se réduisent durablement? Voilà, ce sont toutes les questions que nous allons nous poser ensemble ce matin avec notre panel sur lequel nous pouvons retrouver Gilles Berset, qui est professeur à Neoma Business School, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, Anne Pollard, professeure à l'Université Paris-Dauphine PSL et directrice du département économie et environnement à l'OFCE, Antonin Bergeaud, qui est professeur à HEC Paris, et John Fernal, professeur d'économie à l'INSEAD. Merci à tous d'être là. Alors Gilbert, on va d'abord, pour entamer la discussion, dresser le constat. Quels sont les grands cycles de productivité dans les pays avancés ces dernières années? On l'a dit, ça a ralenti. On vous écoute, Gilbert. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller assez vite. Effectivement, comme l'a dit Marie, les gains de productivité sont la source principale de la croissance du produit intérieur brut sur les 150 dernières années et bien évidemment nourrissent les gains de pouvoir d'achat sur longue période. Alors, je vais commencer par vous présenter les évolutions longues des taux de croissance de la productivité horaire du travail dans différents pays et zones. D'abord aux États-Unis, c'est ce qui est représenté sur ce graphique, et toutes les données que je vais présenter ici, ou presque toutes, sont issues d'une base de données en accès libre que nous avons construit, Antonin ici présent, Rémi Leca et moi-même. Et ces données, comme je viens de le dire, vous pouvez y accéder sur 25 pays, vous avez 150 années de productivité, de croissance du PIB, etc. Alors, ce que l'on voit quand on observe ce taux de croissance de la productivité aux États-Unis, c'est d'abord, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, eh bien, le tarissement des gains de productivité liés à la première révolution industrielle, qui a été portée par exemple, en termes d'innovation, par la machine à vapeur. Ensuite, ce que Bob Gordon appelait la grande vague des gains de productivité qui vont du début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, avec des fluctuations, et qui sont caractérisées qui ont été nourris, ces gains de productivité, par la deuxième révolution industrielle, les innovations associées étant la diffusion de l'utilisation de l'énergie électrique dans tous les domaines, et puis la diffusion aussi de l'usage du moteur à explosion, la révolution dans l'industrie chimique, etc. Ce que vous voyez pour les États-Unis, c'est un point important, c'est que ces gains de productivité baissent à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit une baisse des gains de productivité avec un rebond de courte durée, d'une faible amplitude, lié à la diffusion des technologies de l'information et de la communication à la fin des années 90 et au début de ce siècle. Si on ajoute maintenant la situation du Japon en vert, du Royaume-Uni en bleu et de la zone euro reconstituée ici en rouge, vous voyez des évolutions qui peuvent être un peu singulières d'une zone à une autre. Vous voyez la forte époque du rattrapage des gains de productivité, des 30 glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Japon. Et puis, un épuisement, une baisse des gains de productivité dès les années 60. Et dans toutes ces quatre grandes zones économiques, États-Unis, Royaume-Uni, Japon et zone euro, vous voyez que le taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire du travail est maintenant à des niveaux historiquement très bas, les plus bas observés sur cette longue période, hors période de conflit, bien sûr, mondial. Et maintenant, si on regarde à l'intérieur de la zone euro, les 5 principaux pays, Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas, les évolutions ont encore une fois quelques singularités pays par pays, je ne vais pas les détailler, je n'ai pas le temps, mais le constat est le même. Dans ces 5 pays, les gains de productivité du travail sont maintenant à des niveaux historiquement
très très bas. Alors bien sûr, c'est un puzzle pour beaucoup, c'est une énigme pour beaucoup d'économistes, parce qu'on est à une époque où le digital et l'utilisation du digital est de plus en plus forte dans les entreprises, où il y a eu la diffusion et se poursuit des technologies de l'information et de la communication, et pourtant, on observe un tarissement des gains de productivité, de ce qui est le moteur de la croissance, et des gains de pouvoir d'achat. Alors, la littérature économique est abondante, je ne vais pas détailler tout ça pour essayer d'expliquer, pour attribuer des causes à ce ralentissement de la productivité. Je n'ai pas le temps de détailler ces différentes explications, mais évidemment, les économistes ne sont pas restés silencieux face à cela. J'en reste à la caractérisation purement factuelle de ce ralentissement de la productivité. Et bien sûr, ce qu'on attend en termes de perspective, c'est que le digital et puis l'intelligence artificielle pourraient, comment dirais-je, être la source d'un rebond de la croissance de la productivité, mais rien n'est sûr. Il y a beaucoup de débats entre économistes. Un récent prix Nobel d'économie d'Aaron Acemoglu nous dit par exemple qu'il ne faut pas attendre grand-chose en termes de gains de productivité, de dynamisation de la productivité, pas attendre grand-chose de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, quand on regarde quand même dans ce ralentissement comment se distinguent les différentes zones, pour caractériser ça, j'ai représenté ici les niveaux de productivité horaire du travail par rapport aux États-Unis. Donc la ligne 100, ça correspond aux États-Unis. Quand un pays où une zone est au-dessus, sa productivité horaire du travail est supérieure au niveau américain. Quand on est en dessous, la productivité horaire du travail est inférieure au niveau américain. Alors vous voyez la grande époque de rattrapage des 30 Glorieuses, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et comment dirais-je, la décennie 90, les différents pays ici représentés, Japon, Royaume-Uni et zone euro globalement considérée, rattrapent progressivement, se rapprochent en tout cas du niveau de productivité horaire du travail des États-Unis. Mais ce que vous voyez, c'est un décrochage à partir des années 90. La productivité, par exemple, de la zone euro s'éloigne, perd en quelque sorte, par rapport aux États-Unis. Alors ici encore, beaucoup d'explications ont été données. Alors d'abord, il faut constater que le constat est le même quand on regarde ce qui se passe dans les 5 principaux pays de la zone euro, hein, Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas. Il y a toujours cette perte de niveau relatif. Il ne faut pas s'émerveiller du fait que certains pays, dont le nôtre, la France, a dépassé le niveau américain pendant une brève période, à la fin des années 90, au début des années 2000. On avait une productivité horaire du travail supérieure à celle des États-Unis. Une bonne part de la littérature attribue cet exploit, si j'ose dire, au fait que le taux d'emploi en France est très inférieur à celui des États-Unis, et les personnes qui étaient en emploi, bien sûr, sont plus productives, ou pour dire les choses autrement, les personnes qui n'étaient pas en emploi sont des personnes qui sont moins productives que la moyenne. Donc on avait une performance qui n'était pas forcément louable, recommandable. Mais en tout cas, vous voyez que le niveau relatif baisse par rapport aux États-Unis dans les 5 principales économies de la zone euro. Et puis, quand à l'intérieur de la zone euro, on regarde ce qui se passe pour les principaux pays. Je prends ce graphique non pas de notre base de données avec Antonin, mais du rapport du Conseil national de la productivité. Ici, c'est un niveau de productivité horaire du travail mis en base 100 en 2019, juste avant la crise de la Covid. Vous voyez qu'après la Covid, sur les années récentes, la productivité évolue toujours à un rythme comme celui qui précède la Covid, même légèrement supérieur aux États-Unis. Vous voyez un tassement de la croissance de la productivité dans les autres grands pays ici considérés de la zone euro, mais aussi au Royaume-Uni. Et vous voyez que la France décroche par rapport à ces pays. Et donc, les faits qui sont à expliquer, beaucoup d'explications, évidemment, une littérature abondante est produite pour expliquer ces phénomènes. Les faits qui sont à expliquer sont multiples. Il y a d'abord le ralentissement généralisé de la productivité dans tous les pays avancés, dans tous les principaux pays avancés, premièrement. Deuxième chose à expliquer, c'est bien sûr le décrochage par rapport aux États-Unis des grandes zones économiques, et en particulier de la zone euro, décrochage qui a été fortement souligné dans le récent rapport de Mario Draghi. Et puis, à l'intérieur de la zone euro, le décrochage spécifique sur les dernières années de la France, qui fait encore plus mal que les autres en termes de performance pour sa productivité horaire du travail. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci Gilbert. Alors effectivement, on voit sur ces courbes que le constat est très clair et largement en notre défaveur. Avec vous, John Fernald, on va essayer de se pencher sur les causes. On compare beaucoup le retard de productivité européen et américain. Et ce qu'on voudrait, c'est votre analyse sur ce qui explique le décrochage de la courbe. Ok, merci. Et bonjour à toutes et à tous. Et merci de me donner l'opportunité, l'occasion d'être ici devant vous. Je vais vous parler de la croissance de la productivité aux États-Unis et en Europe, un peu comme Gilbert, mais je vais parler pour la plupart de la crise avant et après. Avant la crise, comme Gilbert a expliqué, la productivité n'augmentait que lentement. Puis sont arrivées la pandémie, la réouverture des économies après la pandémie, l'invasion russe de l'Ukraine et la crise énergétique, etc. L'économie s'est retrouvée dans une sorte de montagne russe. Avec tous ces chocs, la situation de productivité est différente aujourd'hui de celle d'avant la pandémie, où c'est que plus ça change, plus c'est la même chose. OK. Bon. OK. Pour les États-Unis, c'est presque pareil. Mais pour l'Europe, c'est malheureusement pire qu'avant, un peu comme Gilbert a expliqué. Avant la crise, quelle était la situation en termes de productivité? Comparons les États-Unis à 5 économies d'Europe du Nord. Les 5 économies comme l'Allemagne, la France, etc. Sont indiquées sur la note, sont en moyenne pondérées par le PIB. Il s'agit du niveau de productivité totale des facteurs, PTF. Antonin m'a dit que c'est préféré de dire productivité globale des facteurs pour l'économie de marché. Le niveau relatif est de l'analyse d'Inkler et Timmer combinée avec des données EUCLEMS pour l'Europe et BLS pour les États-Unis. Le niveau est indexé de telle manière que les États-Unis soient un 1 en 1995. Avec ces données, l'Europe et les États-Unis évoluent à peu près parallèlement. L'Europe est à 90% du niveau américain sur toute la période. Non, ça c'était le PTF ou le PGF. Il est vrai que, comme Gilbert a dit, la croissance de la production par heure travaillée a été plus rapide aux États-Unis à partir du milieu des années 90 et jusqu'à la crise sanitaire. Mais dans EUCLEMS, c'est l'intensité du capital par rapport aux heures travaillées, qui a augmenté plus lentement en Europe. Et puis, la pandémie est arrivée. Désormais, je vais me concentrer sur la productivité par heure travaillée, en commençant avec les États-Unis. Commençons par les États-Unis. La ligne noire représente le niveau de productivité du travail. La ligne pointillée, bleue, est une ligne de tendance linéaire estimée entre 2004 jusqu'en 2019. Elle a ensuite été étendue jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis sont actuellement proches de cette ligne de tendance d'avant la crise. Il y a une bosse à la hausse au début de la crise, à partir de 2020. C'est normal. On a vu la même chose après la crise financière. Avec la comptabilité de la croissance, growth accounting, il s'agit de la composition des travailleurs et aussi de l'intensité du capital. Par exemple, lorsque l'économie s'est arrêtée, les travailleurs moins instruits et moins expérimentés ont perdu leur emploi. Les États-Unis ne sont donc pas si exceptionnels. Ils sont proches de leur tendance pré-pandémique. Et pourtant, comme l'a dit The Economist en octobre, l'économie américaine fait l'envie du monde, the envy of the world. Pourquoi? C'est à cause des comparaisons avec les autres pays, en particulier avec l'Europe. Voici les États-Unis et voici la zone euro sans la France. Elle n'était pas si différente des États-Unis entre 2009 et la pandémie, puis jusqu'en 2022. Pendant la pandémie, la productivité par heure travaillée a augmenté immédiatement,
comme aux États-Unis. Mais après 2022, les États-Unis ont recommencé à augmenter, cependant la productivité en Europe a chuté. Donc aux États-Unis, plus ça change, plus c'est la même chose. Pour l'Europe, c'est pire qu'avant. Cependant, je ne veux pas trop extrapoler à partir de quelques mauvaises années. La situation macroéconomique est différente. En Europe, le PIB n'a pas augmenté depuis 2022, au même moment où le cycle économique aux États-Unis est très fort. Par exemple, les chocs des dernières années ont frappé l'Europe plus durement que les États-Unis, notamment sur les marchés de l'énergie. Il y a davantage de rétention de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les employés qui n'ont pas assez de travail peuvent espérer garder leur emploi. Et la France, dans tout ça, c'est une catastrophe. Le niveau de productivité est inférieur à celui de 2019. C'est le même qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Je laisse à d'autres, comme Gilbert a expliqué un peu, et je pense Jean-Luc aussi, le soin d'expliquer la situation en France. La croissance de l'apprentissage pour les jeunes joue un rôle, et les autres facteurs spécifiques en France. Mais on verra qu'est-ce qu'on dit. Pour l'Europe, que faire? Le rapport Draghi contient 400 pages de suggestions précieuses, parmi lesquelles l'achèvement du marché unique et la réduction des obstacles réglementaires de toutes sortes, entre autres. Je voudrais terminer en me concentrant sur un seul aspect de l'histoire, le taux relativement faible d'investissement en capital. Comme je l'ai dit au début, c'est l'intensité du capital qui explique pourquoi la croissance de productivité est plus lente en Europe. Et vous pouvez voir le problème ici. Le taux d'investissement par rapport au PIB en Europe est systématiquement inférieur à celui des États-Unis. Mario Draghi pense que l'Europe devrait être là, ce qui le ferait disparaître complètement de ce graphique. On peut faire des dépenses publiques en infrastructure, en recherche et développement. Des réformes peuvent inciter les acteurs privés à investir dans l'avenir de l'Europe, mais ce n'est pas facile à faire. Néanmoins, tout cela est une nécessité pour assurer le rôle futur de l'Europe dans l'économie mondiale. Merci pour votre attention. Well done. Merci John. Alors, Jean-Luc Tavernier, c'est une catastrophe, cette perte spécifique de productivité de notre pays, qu'on voit très clairement sur les courbes. Comment on l'explique ? Alors, je ne sais pas si c'est une catastrophe, mais effectivement, moi, je vais me focaliser sur ce qui s'est passé depuis l'avant-Covid, avec aussi quelques slides qui vont arriver. Et en tout cas, c'est le gros sujet. Une perte de productivité de plusieurs points de PIB, en termes de revenus à distribuer, en termes de finances publiques, c'est absolument énorme. Donc on s'y est évidemment intéressé à l'INSEE, ainsi que d'autres, la Banque de France, Rexecode, l'OFCE. Et nous, on a publié un billet de blog à l'été, à la mi-juillet, pour dire ce qu'on en pensait. Alors je vais vous parler un peu de diagnostic et parler un peu d'explication sur effectivement les pertes de productivité spécifiques à la France par rapport à l'année 2019. Avec un graphique, alors il est un petit peu différent de celui de John, parce que John était en productivité horaire. Donc en productivité horaire, dans la pandémie, ça augmente. Donc moi je suis en productivité par tête. Et donc en Europe, les gens restaient en emploi, n'ont pas été licenciés au moment des confinements, etc. Mais ils ne travaillaient plus. Et donc vous avez ce pic, cet effondrement temporaire de la productivité pendant les périodes de confinement, couvre-feu, etc., du début du Covid. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder où on en est maintenant, par rapport où on en était en 2019 et par rapport où on en serait si on avait continué. Le bleu, c'est la France. Le rose, c'est des pays voisins de la France, Allemagne, un agrégat d'Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, je crois. Donc vous voyez l'évolution tendancielle, assez ralentie, Gilbert l'a montré, au fil des décennies de la productivité avant Covid, prolongée après par un pointillé si la tendance s'était poursuivie. Et puis vous avez ce qui s'est réellement passé.
qui est la courbe en très plein, et bleu, et puis la même chose pour l'Europe, pour les 5 pays européens que j'ai cités. Globalement, le résultat, c'est qu'en moyenne, en 2023, en moyenne annuelle, vous êtes, en termes de productivité par tête, 3,5% en dessous de la productivité de 2019. 3,5%. Si ça avait continué à progresser au même rythme, c'est le pointillé, ça veut dire un rythme de un gros 0,5% en gros par an, on aurait dû être 2% au-dessus. Donc l'écart, c'est 5,5%. 5,5 entre le bleu très plein et le bleu pointillé. Si vous regardez ça pour les autres pays européens, ceux que j'ai cités, il y a un petit écart, vous voyez, c'est pas flambant non plus la productivité chez les autres, mais l'écart est beaucoup plus restreint, il n'est que de 1 point. Et donc on a 4,5 de perte de productivité du travail par tête spécifique à la France. Est-ce que c'est une catastrophe ? Où est-ce qu'il y a des bons côtés et qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'est là-dessus qu'on a axé nos travaux, bien sûr. Pour dire, et la première chose qui est vraiment essentielle, c'est, ça rappelle les chiffres que je viens de donner, mais ça en rappelle un autre, c'est que ces faibles gains de productivité, ça signifie pas tellement moins de croissance, ça signifie surtout plus d'emplois que chez les autres. Et on sait que depuis l'avant-Covid, on a eu énormément de création d'emplois. Bon, ça s'arrête. On vient de publier ce matin les chiffres du 3e trimestre. On est dans la quasi-stabilité. Mais jusque-là, on avait vraiment des créations d'emplois depuis la sortie du Covid très fortes, très importantes. Vous le voyez, 6,1% entre 2019 et 2023. Et d'ailleurs, on a longtemps dit qu'on avait rattrapé le niveau d'emploi de l'avant-Covid bien plus vite qu'on avait rattrapé le niveau de PIB. Donc on a quelque chose qui est malgré tout là à regarder, c'est plus d'emplois. Et je vais y revenir dans un instant. Et puis bien sûr, à la fin de la STAN, on rappelle que c'est pas du tout la même chose aux États-Unis, où la productivité par tête, elle est 5% au-dessus de son niveau de 2019, hein, donc elle est au-dessus, et elle a même plutôt par rapport aux tendances antérieures, et ça se voyait sur le graphique de John, un tout petit peu accéléré même. Alors, si ça veut bien. Alors ça, c'est le tableau récapitulatif de nos pérégrinations, de nos recherches. Un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs lignes et puis parfois on met des fourchettes parce qu'il y a un peu d'incertitude. Donc on a 5,5 je vous ai dit, de gap entre le pointillé et le très plein, contraint dans le reste de l'Europe. On essaie d'expliquer 4,5 spécifiques à la France avec des effets, des causes qui soient spécifiques à la France. Alors, la première, c'est un effet de composition de main-d'œuvre qui est, je dirais, toujours le bon côté des pertes de productivité ou du ralentissement de la productivité, qui est que la croissance est plus riche en emplois. On partait d'une situation où on avait beaucoup de chômage, beaucoup de sous-emploi des moins qualifiés. On voit sur la période historique, Gilbert l'a dit, que ça a participé de cet affaissement de la productivité et que le fait qu'on remette un maximum de gens qui reviennent sur le marché du travail et qui aient de l'emploi, ça continue un peu depuis 2019 avec un facteur très spécifique qui est celui du développement de l'alternance. Donc, le développement de l'alternance dans nos comptes nationaux, c'est moins de productivité, hein, parce que les alternants, ils sont à mi-temps et puis ils sont jeunes. Et, bon. Donc, il y a un effet absolument mécanique, quasi comptable au développement de l'alternance sur la productivité qui est spécifique à la France. On a aussi toujours, deuxième effet, un développement des effectifs de non-salariés, spécifiquement des personnes qui ont des micro-entreprises, des micro-entrepreneurs. Et on sait, on le montre assez dans nos publications à l'INSEE, que les revenus d'activité de la micro-entreprise, qui sont d'ailleurs plafonnés, sont des revenus d'activité qui sont relativement bas, hein, et des activités même qui sont parfois à temps partiel. Donc ça aussi, ça participe du ralentissement de la productivité. Et c'est quelque chose, ce développement de la micro-entreprise, qui est spécifique au pays. Et puis, il y a un effet plus général qui est que, ayant créé des emplois, ayant permis à des personnes qui n'étaient pas en emploi d'être en emploi, c'est en général des gens qui sont plutôt moins productifs que ceux qui sont déjà en place. Voilà. Vous prenez ces trois effets de composition de la main-d'œuvre qui ne sont pas complètement négatifs, qui ne sont pas complètement catastrophiques, parce que ça participe du fait qu'on arrive à 7 points de taux de chômage et qu'on se retrouve à des niveaux comparables à ceux des autres pays. Ça, c'est 2 points. Vous voyez, j'ai mis une fourchette 0,9, 2,7, donc pour être simple, je vais dire, c'est en gros, vous prenez le milieu de la fourchette, ça sera 2 points. Après, la deuxième partie des explications, ce qui est expliqué, ce qui est ici intitulé phénomène sectoriel,
c'est des comportements de rétention de main-d'œuvre dans des secteurs qui ont connu des difficultés, mais qui n'ont pas débauché, qui n'ont pas licencié, qui n'ont pas réduit les effectifs, qui ont gardé leurs effectifs. Alors typiquement l'aéronautique, et un peu l'automobile aussi, mais l'aéronautique qui a connu énormément de difficultés d'approvisionnement en sortie du Covid, en gardant les mêmes effectifs, parce que les boîtes de l'aéronautique savaient que c'était temporaire et qu'il ne fallait pas qu'elles se séparent de leur capital humain. C'est quelque chose qui est très différent du fonctionnement américain. Deuxième exemple, énergie. Typiquement EDF, moins d'électricité pendant toute la période parce que les réacteurs nucléaires, notamment on parle de 2023, 2022-2023 parce que les réacteurs nucléaires ont connu plein de problèmes, avec les mêmes effectifs. On a un troisième secteur qui participe aussi, qui est plus difficile à expliquer et qui venait un peu comme une surprise dans nos travaux, qui est le commerce. Mais par exemple, vous savez, on dit assez que la consommation des produits alimentaires a baissé. Alors ça ne signifie pas qu'on mange moins en termes de poids, mais c'est une question de qualité. Alors, évidemment, il faut les mêmes personnes dans par exemple, la grande distribution, mais il y a un volume de consommation alimentaire qui a baissé, donc il y a une baisse de productivité apparente. Quatrième exemple, mais qu'il faut avoir en tête, parce qu'on n'a parlé que du secteur privé, du secteur des entreprises, mais dans le secteur non marchand, on a aussi des baisses de productivité, avec un secteur qui est frappant, qui est celui de l'hôpital. Les effectifs à l'hôpital, public et privé, sont plus élevés qu'avant le Covid, alors que l'activité hospitalière n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Alors il faut faire très attention, il faut tenir compte du fait qu'il y a un déplacement de l'activité des nuitées à l'ambulatoire, hein, mais si vous faites bien les choses, vous voyez que l'activité à l'hôpital est moindre qu'avant Covid, alors que les effectifs sont supérieurs. Tout pesé, ces effets de rétention de main-d'œuvre, je pense 1,5 point. Donc 2 plus 1,5. Il y a un ensemble d'autres facteurs, c'est la dernière ligne. Alors vous pouvez penser, j'en vais en citer 3. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de l'absentéisme? Bon. Alors en fait, il y a eu pendant le Covid, si on regarde aujourd'hui par rapport 2023-2024, par rapport à la période avant le Covid, c'est vraiment assez marginal, c'est un effet assez faible. Deuxième facteur, les questions de déclaration. Est-ce que tout simplement, il y a moins de travail au noir? Il y a plus et le Covid a montré, parce que les aides étaient attachées au fait d'être déclaré, que ça valait le coup d'être déclaré, et qu'il y a moins de non-déclarations. C'est possible, c'est évidemment très difficile par construction à observer, mais c'est possible. Troisième facteur parmi ces autres facteurs résiduels, ce qu'on a appelé la zombification de l'économie, le fait que dans la crise Covid, on a beaucoup aidé les entreprises à survivre, à ne pas défaillir, et donc il y a eu moins... Ça s'est arrêté cette année. Mais jusqu'en 2023, moins de défaillances d'entreprises qu'il y en avait habituellement, et donc des entreprises qui auraient dû disparaître parce que sous-productives, qui sont restées. Ça aussi, je pense que c'est un effet, mais qui est pas majeur. Donc c'est 0,5% sur les autres facteurs, si je prends le milieu de fourchette. 2 plus 1,5 plus 0,5, je dois être à 4, pour 4,5 à expliquer. Vous voyez, on y arrive à peu près. Alors quand on cherche, vous me direz, on trouve toujours. Hein. Mais on voit qu'il y a des phénomènes qui sont de nature quand même complètement différente. Hein. Les phénomènes d'enrichissement de la croissance de l'emploi, des phénomènes transitoires, d'avoir conservé les mêmes effectifs dans des secteurs qui avaient des difficultés transitoires. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant de nos travaux, mais c'est bien sûr Working Progress, on continuera à suivre ça dans les trimestres et les années qui viennent. Oui, parce que vous dites Jean-Luc, quand on cherche, on trouve toujours. Il y a quand même beaucoup d'interrogations aujourd'hui quand même sur cette perte de productivité en France. Antonin Bergeaud, je me tourne vers vous. Alors, on a beaucoup parlé de l'emploi. On l'a dit en introduction, les nouvelles technologies auraient dû faire augmenter la productivité. Et, du coup, on fait un lien entre décrochage sur le plan technologique et décrochage de productivité. Voilà, donc effectivement, moi je voulais parler un petit peu des moteurs de la productivité et donc essentiellement du rôle de la technologie et de l'innovation. Et je voulais juste commencer par une façon un tout petit peu différente de présenter la productivité sur longue période entre l'Europe et les États-Unis que celle qui a été utilisée pour l'instant. Ici, en fait, c'est un graphique un peu compliqué à lire, mais
c'est la différence de différentes quantités entre l'Europe et les États-Unis. Quand les bâtons sont positifs au-dessus de la barre horizontale à 0, c'est que l'Europe domine par rapport aux États-Unis et inversement. Et en fait, ce que je voulais montrer dans ce graphique, c'est que si vous regardez l'aire jaune et orange, quand vous les sommez, ça représente la productivité du travail. Et en fait, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, par rapport aux États-Unis, est très en retard, comme Gilbert a montré, en termes de productivité du travail. Et il y a eu une phase de 20 à 30 ans dans laquelle l'Europe a rattrapé les États-Unis de manière à presque résorber son retard en termes de productivité. Et le moment où finalement on a rattrapé, voire dans certains pays européens dépassé les États-Unis, correspond également à un moment où les aires bleues et vertes se sont inversées de sens, ce qui veut dire qu'en fait l'Europe a commencé à travailler relativement moins que les États-Unis et que du coup le facteur travail commence à contribuer négativement pour expliquer le PIB. Et ce qui n'a pas été tellement un problème au moment où par ailleurs il y avait un moteur qui permettait à la productivité de rattraper les États-Unis, devient un problème aujourd'hui puisque comme vous voyez l'aire jaune commence à... Enfin, c'est réagrandi à partir des années 90. Par contre, le facteur travail continue à contribuer négativement, ce qui veut dire qu'en Europe, on a une préférence pour le loisir et un temps de travail inférieur à celui des États-Unis. Mais comme on n'a plus ou moins de gains de productivité, ça se traduit par une baisse du PIB par habitant et un décrochage relatif. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, finalement, on se demande, puisque vraisemblablement, on peut se dire on va réinverser les barres bleues et vertes et puis finalement se remettre à travailler plus. Mais une autre solution, c'est de se demander comment est-ce qu'on a fait pour rattraper aussi rapidement les États-Unis, ce qui permet de payer un petit peu pour ce moindre temps de travail. Si on regarde justement sur cette période donc assez exceptionnelle de croissance européenne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux moteurs importants, qui sont des moteurs qui aujourd'hui continuent à en fait jouer un rôle. Le premier que vous voyez à ma droite, donc à votre gauche, c'est le rôle de l'énergie, et notamment l'énergie fossile, le pétrole. En fait, si vous calculez la corrélation entre le PIB et le pétrole en Europe avant la crise, le choc pétrolier, donc pendant cette période où la productivité a augmenté très fortement, la corrélation, elle est presque parfaite. Et c'est la première partie de la courbe ici. À chaque fois qu'on augmente la consommation de pétrole, on augmente le PIB. Et puis après la crise pétrolière, en fait, cette relation s'arrête et le PIB donc il y a une espèce de découplage. Le PIB n'augmente plus de manière corrélée au pétrole, mais par contre, il augmente aussi beaucoup moins vite. Donc une partie de la productivité qu'on voit aussi, c'est la mise à disposition d'une énergie fossile polluante mais très efficace et surtout maintenue à des prix assez bas avant le choc pétrolier. Le deuxième moteur de la croissance sur cette période, c'est l'adoption massive de technologies essentiellement produites par les entreprises américaines. En fait, la part des brevets déposés en Europe, et notamment en France et en Allemagne, par des entreprises américaines, elle passe de 10% avant la Seconde Guerre mondiale à 30% après. Et il y a des entreprises que vous voyez là, IBM, Kodak, General Electric, qui déposent énormément de brevets en Europe. Ce qui veut dire qu'en fait, ils commercialisent des technologies qui ont déjà développées aux États-Unis, en Europe. Et donc l'adoption de ces technologies a participé à expliquer la croissance aujourd'hui. Donc maintenant, on en arrive au point qui a été évoqué par mes collègues sur le décrochage actuel. Ce décrochage, on sait qu'il est essentiellement expliqué par les secteurs qui utilisent davantage le numérique. Si on sépare l'économie en deux, on a des secteurs, on va dire, intensifs en IT et d'autres moins intensifs en IT. Et si on regarde aux États-Unis et en Europe l'évolution de la productivité du travail, l'écart principal, il se trouve sur les secteurs justement qui utilisent massivement les technologies numériques, c'est-à-dire les courbes qui sont pas en pointillé, justement, les courbes continues ici. Vous voyez, l'écart par rapport à 1995 s'est énormément accentué dans ces secteurs. Il s'est aussi accentué dans le reste de l'économie, mais beaucoup moins. Donc il y a un problème en Europe de diffusion des technologies numériques qui explique en grande partie le décrochage en termes de productivité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir résorber ou qu'on peut résorber? Il y a quelques problèmes importants en Europe qui sont beaucoup mis en avant dans le rapport Draghi. Le premier étant qu'on investit beaucoup moins en R&D que les Américains et que les Japonais. Et en fait, l'Europe, en tant que continent dans son ensemble, investit autant en R&D que la Chine maintenant, voire même un petit peu moins. En gros, 2% du PIB. Par rapport aux États-Unis qui est plutôt à 3,5%. Donc toute cette grosse différence qui est quand même colossale quand
on la ramène à une quantité de dollars ou d'euros, c'est chaque année quelque chose, c'est une quantité qu'on n'investit pas dans la R&D en Europe. Et si on décompose ce graphique entre la partie qui vient du public et du privé, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la partie publique, elle est au même niveau en Europe et aux États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout un problème de dépenses publiques ou d'investissement des différents gouvernements. Le niveau est à peu près à 1% du PIB. Alors, la différence, c'est qu'aux États-Unis, ça a plutôt tendance à baisser, alors qu'en Europe, ça augmente, mais on est à peu près au même point aujourd'hui. Le problème, c'est pourquoi les entreprises européennes ne prennent pas la suite, le relais de ces investissements R&D pour monter jusqu'à 3%, ou peut-être 3,5% du PIB, qui est ce qu'on voit aux États-Unis. Donc il y a plein d'explications sur le rôle des institutions européennes qui sont évoquées dans le rapport Draghi, et elles se traduisent notamment par un retard qui est vraiment de plus en plus clair dans certaines technologies, et notamment les technologies liées au numérique et à l'intelligence artificielle. Ici, on peut voir que si on regarde les brevets dans une technologie, mais on aurait pu en utiliser d'autres, qui est la vision par ordinateur. C'est une technologie qui existe depuis assez longtemps, donc on a du recul. On peut retrouver les brevets déposés par des inventeurs et des entreprises de différentes régions. Ce qu'on voit, c'est que l'Europe, qui est la partie bleue, l'air en bleu, et le Japon d'ailleurs, qui est l'air en jaune, disparaissent pratiquement du paysage en termes de part des brevets dans ces technologies qui sont déposées par les entreprises donc européennes ou japonaises. Les États-Unis continuent à avoir une position très dominante, et la Chine en fait a complètement remplacé l'Europe et le Japon. Donc en fait maintenant on a une vision, sur la vision par ordinateur, on a un paysage technologique qui est complètement dominé par deux régions, alors que si on remonte un petit peu dans le passé, ce n'était pas le cas. Donc il y a sur ces technologies vraiment un décrochage, et ce qui est un petit peu inquiétant dans la mesure où c'est justement ces technologies qui génèrent beaucoup d'externalités et de croissance, et qui expliquent en grande partie notre décrochage vis-à-vis des États-Unis, en tout cas dans les secteurs qui sont censés les exploiter. Sur l'intelligence artificielle, c'est pareil, on est en décrochage en termes de production d'intelligence artificielle. Vous voyez le nombre de brevets déposés en Europe en intelligence artificielle, il est à peu près un tiers de celui déposé aux États-Unis et la moitié de ce qui est déposé en Chine. Il y a quelques pays européens qui, par rapport à leur population, performent bien, mais en son ensemble, la zone euro, et l'Europe, possède assez peu génère assez peu de production en termes d'intelligence artificielle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le diagnostic. Après, merci Antonin. Alors il y a un autre aspect dont il faut tenir compte quand on parle de productivité, c'est la transition énergétique, qui implique transformation profonde de nos modes de production, distribution, consommation d'énergie. Anne Epaulard, comment on articule cette transition énergétique avec la question de productivité et de croissance? Bonjour, merci Marie pour votre question, merci au GICO de m'avoir invité à cette session. Donc déjà, c'est une très bonne question, Marie, merci. Et, j'ai un peu travaillé sur ce sujet, donc je suis contente de pouvoir essayer d'expliquer le plus simplement possible la vision que l'on peut avoir de ce que va faire la transition énergétique sur cette productivité qui est en panne en France et en Europe, comme viennent de l'illustrer un peu tous les intervenants. Moi, je n'ai pas de slide, donc je vais essayer de développer un discours. On va voir si j'y parviens. Alors, qu'est-ce qu'on entend par transition énergétique? C'est l'objectif que l'on s'est fixé d'avoir des émissions nettes de CO2 nulles à l'horizon 2050. Des émissions nettes de CO2 nulles à l'horizon 2050, ça veut dire en gros, je mets l'agriculture qui produit du CO2 pour d'autres raisons, mais de côté. Ça veut dire qu'on doit, partout ailleurs, se passer des énergies fossiles, du charbon, ça on y est déjà, du gaz et du pétrole. Alors qu'est-ce que ça va faire sur notre productivité? C'est une question qui est assez compliquée et que beaucoup de gens ne cherchent pas à chiffrer parce que c'est un petit peu compliqué. Si par exemple vous prenez tous les gros modèles qui s'appellent IAM pour Integrated Assessment Model, qui essayent de mesurer l'impact sur l'économie de la transition énergétique, la plupart, quasiment tous, considèrent que ça n'a pas d'impact sur la productivité du travail.
Donc comme la question est compliquée, ils disent nous on ne sait pas, on va être agnostique et on va prendre cette productivité du travail exogène. Et donc dans leur modèle, le PIB est un petit peu fixé. Okay, et puis après on regarde ce qui se passe à l'intérieur du PIB en termes de réallocation sectorielle. Mais la productivité globale, elle est prise comme étant exogène. C'est pas que... Donc c'est par exemple les scénarios qui sont très utilisés dans le monde par les banquiers centraux qui viennent du Net Global Financial... Network for Greening the Financial System, NGFS, qui est un regroupement de banques centrales qui essayent de prendre en compte l'impact de la transition climatique sur l'ensemble des pays du monde et sur le secteur financier. Eux, ils ont fait le choix dans la plupart des modèles, ça changera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, leur modèle considère que la productivité du travail est fixée. Okay. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'essayer de voir, est-ce que cette hypothèse, elle est valable ou est-ce qu'on peut être peut-être plus optimiste ou un petit peu plus optimiste, donc pessimiste. Donc je ne vais pas faire un peu de teasing. Ma réponse, ça veut dire, est plutôt que la transition énergétique qui a déjà commencé chez nous va se traduire par de moindres gains de productivité par rapport au passé. Okay. Donc on était sur une tendance qui a été illustrée par plusieurs intervenants et cette tendance, elle va subir un coude un petit peu. C'est pas qu'on va nécessairement décroître, mais on va croître, la productivité va croître moins vite. Alors on peut aussi imaginer un scénario catastrophe auquel moi je ne crois pas, mais que certains cherchent à promouvoir, qui consiste à dire si on veut supprimer les énergies fossiles, eh bien, il faut arrêter d'en consommer. La technologie ne nous apportera pas la solution et donc il faut réduire notre PIB quasiment à proportion de ce que l'on veut réduire comme énergie fossile. Et dans ce cas-là, un petit calcul de coin de table nous montre que, évidemment, la productivité du travail s'effondre complètement. Okay. Donc ça, c'est un scénario qui est possible. Ce n'est pas le plus probable à court terme. C'est peut-être celui qui arrivera si jamais on ne fait rien. Si jamais on n'essaye pas de faire la transition énergétique, on peut, à un moment donné, se trouver face à des dommages tellement forts qu'il n'y aura plus de productivité du travail, il n'y aura plus de PIB d'ailleurs, donc la question ne se posera plus. Là, ce que je vais regarder, c'est un scénario qui n'est pas ce scénario catastrophe, que je n'exclus pas, mais qui peut se produire. Mais c'est un scénario où on essaye progressivement de réorienter toutes nos consommations d'énergie vers des énergies qui n'utilisent pas de fossiles. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Comme je vous l'ai dit, la productivité du travail, probablement, elle va ralentir. Alors, il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est qu'on doit faire des investissements qui sont là pour remplacer des investissements, des équipements qui fonctionnent déjà, mais qui consomment trop d'énergie. Donc si aujourd'hui ma chaudière fonctionne et que je la remplace par un truc pour avoir du chauffage urbain, par exemple, eh ben, je mets à la poubelle un équipement qui pourrait encore fonctionner, je le remplace par un autre équipement, et au lieu que ça génère de la croissance, ça ne génère pas de croissance puisque je ne produis pas plus de chaleur, c'est juste que mon mode de chaleur est différent. Okay. Donc là, c'est une première raison, mais ce n'est sans doute pas la principale pour laquelle je vais avoir une baisse de la productivité. Si jamais je dois faire ces changements rapidement, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'équipements qui fonctionnent encore, que je dois mettre à la poubelle pour les remplacer par d'autres qui sont plus efficaces énergétiquement. Mais d'autre part, et c'est la chose qui est peut-être de plus grande ampleur, si on veut se passer complètement des énergies fossiles, il va falloir faire des innovations techniques, des innovations sociétales. Faire ces innovations, ça demande de dépenser des ressources. Et si on veut faire des innovations technologiques, les ressources qu'il faut dépenser, c'est du cerveau humain. Il faut dépenser du cerveau de chercheur. Et il se trouve qu'au niveau mondial, la quantité de cerveau de chercheurs, elle est à peu près limitée. Dans nos pays développés, en Europe, aux États-Unis, il y a à peu près 1% de la main-d'œuvre, enfin des emplois, qui sont des emplois de chercheurs. Okay, donc il y a 1% des gens qui sont là pour inventer des nouvelles choses. C'est peut-être 2%
c'est pas très facile toujours à mesurer, ça change pas grand-chose. Et donc il y a une toute petite partie de la main-d'œuvre, de gens, qui essayent de réfléchir. Là, je parle que des innovations technologiques, hein, pour émettre de nouvelles solutions. Donc bien sûr, un pays peut importer des chercheurs d'Inde, okay, mais au niveau mondial, c'est pas facile de faire un chercheur, il faut du temps. Donc à court terme, le nombre de chercheurs, là, le nombre de cerveaux de chercheurs, il est à peu près donné. Et si on veut avoir des innovations technologiques, eh bien, il va falloir que de plus en plus de chercheurs aillent dans le secteur où on cherche des innovations pour augmenter, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc ces chercheurs, ils étaient déjà là, ils sont déjà là, mais auparavant, ils cherchaient à faire des choses qui peut-être allaient augmenter la productivité du travail. Et ils vont se déplacer, une partie des chercheurs partout, des cerveaux de chercheurs, va se déplacer vers innover pour augmenter la productivité du travail, ce qu'ils faisaient auparavant, pour innover, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc nécessairement, on va avoir moins d'innovations qui vont produire de la productivité du travail, et on aura davantage d'innovations pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Alors, donc on va avoir un ralentissement de la productivité. Le fait que la transition énergétique réduise actuellement notre croissance de la productivité par rapport à la trajectoire passée ne veut pas dire, absolument pas dire, qu'il ne faut pas faire la transition énergétique. Ça veut dire qu'il faut accepter que par rapport au passé, on va croître moins vite. Maintenant, le contrefactuel, si jamais je ne fais pas cet effort, eh ben, ma productivité, elle va complètement s'effondrer. Donc, il y a deux façons de comparer les choses. C'est par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Là, on va ralentir. Et puis, par rapport à ce qui va se passer si on ne fait rien. Et là, progressivement, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un peu la catastrophe. Et donc, on sera mieux. Alors, une fois que j'ai dit que la productivité du travail va diminuer, est-ce que je peux quantifier, un peu comme l'a fait Jean-Luc Tavernier pour essayer d'attribuer la perte de la productivité à différents facteurs, est-ce que je peux quantifier l'impact que ça va avoir? Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je vois que Marie me fait des signes me disant de ralentir. Il y a tout un tas de travaux qui essayent de montrer qu'est-ce qu'on perd en termes de productivité du fait du fait qu'on veut économiser des énergies fossiles. Je vais vous donner un chiffre. Je ne suis pas très fan de ce chiffre-là, mais disons que c'est la façon dont je vois les choses. En gros, quand le prix de l'énergie augmente de façon durable, comme par exemple la productivité du travail ralentit, okay. Ou, et c'est un peu ce qu'a montré Gilbert et c'est aussi à ce que montrait Antonin, quand il y a des hausses de prix de l'énergie, eh bien, la productivité du travail a ralenti. Et le chiffre qu'on peut avoir en tête, c'est que si jamais je veux augmenter de 1% mon efficacité énergétique, c'est-à-dire pour produire la même quantité de PIB, je consomme 1% d'énergie en moins. Pour faire ça, ça me coûte, entre guillemets, 0,1 point de croissance de la productivité du travail. Okay. Dans quelle situation sommes-nous en France? C'est des chiffres très grossiers. Hein. Actuellement, si on veut arriver à 2050 avec plus d'énergie fossile, il faut réduire nos énergies fossiles d'à peu près 4%, à un rythme de 4% par an. C'est faisable. Okay. Actuellement, ce qu'on fait, c'est plutôt du 1,5% par an. Et donc, il nous reste, pour faire le trajet jusqu'au bout, il nous reste 2,5%, pour faire le 4% par an par rapport au 1,5% qu'on fait actuellement. Ce 2,5%, ça fait 0,5 points de productivité par an. Ce raisonnement est totalement faux. Okay, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Quand on essaye de calibrer des modèles un petit peu plus sophistiqués, on ne tombe pas très loin de ce chiffre-là. Okay. Ceci dit, et pour être un petit peu optimiste, ce chiffre, il est faux pour une autre raison, c'est qu'il n'est pas gravé dans le marbre. Et que la façon dont la productivité va être impactée par notre réduction d'utilisation des énergies fossiles dépend des politiques qui vont être mises en place, régulation, taxation, subvention. Et donc l'impact sur la productivité n'est pas le même selon le mix de politique publique qui est mis en place.
Et deuxièmement, ça dépend aussi de nous. C'est-à-dire, si jamais on devient un peu plus sobre, énergétiquement, je ne parle pas de sobriété alcoolique ni de sobriété en général, si jamais on est un peu plus sobre en termes de consommation énergétique, alors ça nous coûte moins cher en productivité et en perte de croissance d'arriver au zéro. Donc les petits gestes ne nous sauveront pas, mais les petits gestes nous aideront beaucoup. Okay. Voilà. Et puis il y a des grands gestes qu'on peut faire quand même. Finalement, et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Antonin, il y a une grande inconnue, c'est la façon dont... il y a deux inconnues. La première, c'est la façon dont l'IA va aider les chercheurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le nombre de cerveaux de chercheurs était complètement fixe. Mais si j'arrive par l'intelligence artificielle à augmenter l'efficacité des chercheurs, et il y a tout un tas de boîtes et de start-up qui travaillent à ça, alors peut-être que en fait, c'est comme si j'augmentais le nombre de chercheurs, le nombre de cerveaux que j'avais dans mon économie. Donc l'IA, peut-être, si elle favorise, si elle est utilisée pour augmenter l'efficacité des chercheurs, ça peut nous faire quelque chose en termes de perte de productivité. Et l'autre, c'est qu'on peut aussi, l'autre raison pour laquelle on peut peut-être être un petit peu plus optimiste, c'est qu'il se peut que les innovations vertes que l'on fait vont déboucher sur d'autres innovations sociétales qui vont permettre d'augmenter la productivité du travail. Et ça, moi, je ne sais pas le mesurer. Il y a des gens qui s'attachent à mesurer les spillovers des brevets, mais pour l'instant, c'est des travaux qui ne sont pas totalement aboutis. Voilà, je suis désolée d'avoir été si longue. Merci. Merci Anne. Alors, on va continuer à se poser quelques questions avant de prendre les vôtres, parce qu'elles arrivent en masse sur l'iPad et je voudrais qu'on ait quand même un peu le temps d'y répondre. Donc, une fois qu'on a fait cet exposé, John Fernald, je me retourne vers vous. On se demande, est-ce que l'Europe risque un déclassement, on a vu la pente de la courbe, sur la scène mondiale? Merci. Un déclassement, bien sûr, c'est un risque. Et surtout avec l'incertitude avec les États-Unis après les élections de cette semaine, le monde a besoin du leadership de l'Europe. Hier soir, le panel a dit que c'était à la fois une opportunité et un risque. C'était un wake-up call. C'est vrai, comme l'a dit Bob Gordon hier soir, la productivité et la PIB ne sont pas tout. La qualité de vie et la sécurité sont souvent meilleures en Europe. Pour ma part, même avant cette semaine, je suis reconnaissant de vivre en France. Mais le PIB total et par habitant est important pour être un meneur. Il est important pour le niveau de vie et la capacité à relever les défis du changement climatique, du changement technologique et des tensions géopolitiques. Néanmoins, je suis optimiste quant à la capacité de l'Europe à accroître sa productivité, surtout si l'élection de Trump peut servir de wake-up call. Pour la partie la plus permanente de la productivité, dans les chiffres que j'ai montrés auparavant, les niveaux de productivité globale des facteurs TFP ou PTF de l'Europe atteignait 90% de celui des États-Unis. Avec des réformes telles que l'accomplissement du marché unique et la réduction des barrières réglementaires, elle pourrait combler une partie de cet écart. Les réformes peuvent également encourager les acteurs privés à investir dans l'avenir de l'Europe, dans de nouvelles entreprises et dans l'innovation. Et en France, le fort taux d'emploi, notamment les jeunes, les moins qualifiés, peut freiner la productivité, mais il est bon pour l'activité économique aujourd'hui et à l'avenir. Mais ce n'est pas facile. Sinon, l'Europe sera moins capable de jouer un rôle de premier plan dans le monde. Et on peut facilement imaginer une résurgence des crises de la dette souveraine et de l'euro. Il est beaucoup plus facile de maintenir la viabilité de la dette lorsque l'économie croît rapidement que lorsque celui croît lentement. Merci.
Merci John. Alors c'est pas facile, mais vous avez un discours optimiste. Et vous, Antonin, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité de l'Europe à rattraper son retard sur l'innovation? Ce que vous nous montriez tout à l'heure. Je suis plutôt pessimiste, mais pas désespéré. En fait, j'ai expliqué rapidement pourquoi. Dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, les moteurs de la croissance, donc énergie et adoption des technologies américaines. Bon, l'énergie, Anne Epler vient d'en parler, donc je ne vais pas revenir dessus. On ne sait pas tellement dans quelle mesure c'est un moteur qui va rester. En tout cas, c'est sûr qu'on ne va plus pouvoir consommer autant de pétrole que dans les années 60 pour augmenter la croissance du PIB. Les technologies américaines, la plus iconique et la plus prometteuse en ce moment, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Donc on a vu que en termes de production d'intelligence artificielle, l'Europe était un petit peu en retard par rapport à la Chine et les États-Unis, et c'est vrai dans plusieurs technologies un peu connexes. Il y a des travaux récents qui essayent d'estimer les impacts en termes de productivité de l'intelligence artificielle, qui sont des impacts vraiment directs, c'est-à-dire qui résulteraient simplement de l'adoption de modèles d'IA générative qui existent aujourd'hui ou qui existeraient très probablement dans les prochaines années, et qui vont avoir essentiellement pour effet d'augmenter l'efficacité du travail dans quelques tâches, pour quelques travailleurs et dans quelques entreprises, puisque toutes les entreprises ne vont pas décider d'adopter l'IA. Parfois, l'usage des outils qui existent et qui sont peu chers n'est pas adapté, et donc pour utiliser l'IA, ces entreprises devraient faire beaucoup d'investissements, et pour l'instant, les estimations qu'on a sur le coût de ces investissements, dans de très nombreux cas, font que il est assez peu probable que tous ces investissements soient faits. Mais sur, on va dire, les fruits faciles à attraper de l'IA, ce qu'on peut estimer, et c'est un travail qui a été, que j'ai appliqué en Europe sur une méthodologie développée par Daron Acemoglu, on peut estimer que même si on ne développe pas nous-mêmes de nouveaux outils, même si on ne fait pas des investissements massifs, on va quand même récupérer quelques gains grâce à l'IA, mais ils ne sont pas massifs, comme Gilbert Sett les a évoqués. En gros, sur les 10 prochaines années, on peut espérer avoir quelque chose entre 1 et 3% de croissance en plus, donc c'est, enfin de points de croissance en plus. Donc c'est on va dire 0,3 points de croissance en plus par an, ce qui est quand même beaucoup au regard du niveau de la productivité, mais qui est assez décevant quand on compare aux grandes vagues de productivité qu'on a vues tout à l'heure. Ça, c'est si on ne fait pas les investissements en IA qui permettent aux entreprises d'aller développer des outils qui leur sont particulièrement propres, adaptés à leur process et aux produits qu'elles commercialisent, et surtout qui leur permettent de développer derrière de nouveaux services et donc de les vendre plus massivement, ce qui pourrait éventuellement créer effectivement bien davantage de gains de productivité, et encore plus si l'IA permet de générer de nouvelles idées et donc de venir améliorer la productivité des chercheurs, ce qui, dans ce cas-là, pourrait potentiellement avoir des impacts qui sont assez difficiles à chiffrer, mais assez massifs. Et bon, pourquoi je suis optimiste? Parce que déjà 0,3% points de croissance par an, c'est quand même déjà beaucoup. Et par ailleurs, en Europe, on a quelques atouts. Il y a un atout qui est souvent ignoré, c'est que en fait, les universités européennes et les laboratoires de recherche publics européens en fait, sont assez productifs et génèrent beaucoup de sciences, beaucoup de savoirs très frontières, et qui sont derrière massivement utilisés dans les brevets, y compris des brevets très très high-tech, et des brevets qui en fait ne sont pas déposés en Europe, comme on l'a vu sur par exemple les brevets de vision par ordinateur. Aujourd'hui, il y a presque plus de brevets déposés en Europe sur ces technologies par rapport aux États-Unis et à la Chine. Par contre, vous avez 30% à peu près, 27% de la recherche fondamentale en vision par ordinateur qui est faite en Europe, mais qui n'est pas utilisée, en tout cas pas assez par les entreprises européennes, mais par les entreprises chinoises et américaines pour faire des technologies. Donc en fait, on a quand même du capital humain, du savoir, des chercheurs qui produisent des technologies, enfin des idées qui sont derrière applicables assez rapidement dans les technologies. Et sur l'IA, vous voyez là, c'est le nombre de papiers publiés et des papiers de conférences publiés sur l'IA dans différents pays. Donc la grosse barre, c'est les États-Unis, la Chine ensuite. Mais si vous sommez tous les pays européens qui sont en orange ici, en fait, ça arrive au même niveau que les États-Unis, avec une population comparable. Donc, en fait, les universités européennes et les labos européens produisent beaucoup de savoir. Donc le problème, il n'est pas tellement ni sur les dépenses publiques, parce qu'elles sont comparables aux États-Unis, ni sur notre capacité à générer des idées radicales et nouvelles,
Le problème, c'est la passerelle entre ça et la création de technologies, et puis ensuite encore une autre passerelle vers des entreprises qui atteindraient des masses critiques pour pouvoir vraiment être à la frontière. Donc voilà pourquoi je ne suis pas complètement pessimiste. Il y a quand même des atouts en Europe, mais bon, qu'il faut développer. Et ça peut potentiellement prendre du temps. Et Gilbert, du coup, on a envie de vous demander quelles sont les conséquences économiques et sociales de gains de productivité qui seraient durablement faiblards, finalement. Les conséquences économiques et sociales de gains de productivité qui seraient faibles, c'est que, évidemment, l'un des moteurs de la croissance, de gains de pouvoir d'achat, etc., disparaîtrait. Donc les ambitions qu'on pourrait avoir en termes d'élévation des niveaux de vie, avec une compréhension très, très large de l'augmentation des niveaux de vie, évidemment, s'éteindraient. Alors, en France, on a peut-être d'autres moteurs à mobiliser également, hein, puisqu'on part d'un taux d'emploi très très bas, donc l'augmentation des taux d'emploi, la mise à niveau par rapport à d'autres pays, mais c'est l'objet d'autres conférences au GICO, peut être une source en quelque sorte d'élévation du produit intérieur brut par habitant, mais avec un maximum. On ne peut pas avoir plus de 100% de certaines classes d'âge, évidemment, en emploi, tandis que la productivité nous a habitués à des performances renouvelées année après année. Alors, la question qui se pose, c'est une question qui traverse tous les économistes qui s'intéressent à la croissance et à la productivité. Les économistes comme Bob Gordon, je parle de Bob Gordon parce qu'il participe à ces journées de l'économie, qui considère que la période atypique, c'est la période de fort gain de croissance de productivité qu'on a connue durant le XXe siècle. C'est cette période qui est atypique, et en fait, on revient maintenant à la situation précédente de faible gain de productivité, tandis que d'autres considèrent que non, on s'inscrit dans des innovations technologiques répétées, permanentes, etc., et que c'est plutôt les toutes dernières années de faible gain de productivité qui sont atypiques. Alors, derrière, il y a évidemment beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. On s'est fait sur les 4 ou 5 dernières décennies à l'idée, sur 2 générations donc, que chaque année, on vit mieux que l'année précédente, qu'on vit mieux avec un pouvoir d'achat supérieur à celui de ses propres parents, et que ses enfants vivront mieux que nous-mêmes en termes de niveau de vie économique et de quantité de loisirs. Et si les gains de productivité restaient atones, restaient faibles, eh bien, on pourrait être amené à renoncer en quelque sorte à cela, ce qui est un choc énorme. Encore une fois, on s'est familiarisé avec ces gains permanents, hein. On avait 4 à 5% de productivité de plus par an dans les années 60, au début des années 60, enfin, dans la décennie 60. Vous voyez, passer à quasiment zéro, c'est quand même autre chose. Et donc les risques de déception qui peuvent aboutir à des tensions sociales et politiques et institutionnelles forts, ces risques de tension sont évidemment décuplés, sont augmentés. On peut penser que l'émergence universelle dans les pays avancés de courants politiques populistes est en partie liée à ça. Il y a de la déception. Des attentes sont déçues. Donc les risques sont évidemment pas uniquement économiques, mais sont également sociaux, politiques, institutionnels. Et du coup, Jean-Luc Tavernier, comme la France est très en retard, est-ce qu'il y a par contre-coup quand même un regain de productivité à attendre demain, pour être un peu plus optimiste? Oui. Oui. Bon, après avoir entendu tout le monde, le plus raisonnable serait de dire « Ouh là là, c'est compliqué, on ne sait pas ». Grosse tentation. On a un peu forcé notre nature quand même dans l'étude qu'on a publiée cet été pour essayer de faire une petite prévision et de dire que l'hypothèse la plus plausible, quoique incertaine, était qu'on retrouve des gains de productivité dans les années qui viennent, mais sans combler la marge qu'on a perdue depuis 2019. Alors, en utilisant l'étude qu'on avait, ça signifie que, par exemple, le développement de l'alternance, il a causé une perte de productivité en niveau, mais il a eu lieu. Il ne va pas se prolonger à l'infini. Donc voilà, ça, c'est une marche. À l'inverse, on peut penser que les phénomènes de rétention de manœuvre, ils peuvent se renverser. C'est-à-dire qu'actuellement, sans doute, on regagne de la productivité dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'aéronautique, peut-être même dans le domaine de l'hôpital. Donc voilà.
me semble qu'à l'aune de l'étude qu'on a, c'est plutôt on a perdu une marche, mais on va retrouver des gains de productivité. Et je fais le pari que quand on aura les chiffres de l'année 2024, on aura vu un regain de productivité dans cette année 2024. Après, si on se projette un petit peu, vous avez vu qu'il y a des phénomènes de long terme qui vont dans le sens inverse. La contrainte environnementale, c'est fatalement une contrainte, donc c'est fatalement un effet négatif sur la productivité. L'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est une nouvelle innovation. Moi, objectivement, entre le bas et le haut de fourchette, vous avez d'énormes variations. Antonin nous dit plutôt, et Gilbert, je crois, soyez prudents. Je pense effectivement qu'il faut l'être. L'expérience Internet nous pousse quand même à être prudents. L'IA par rapport à la révolution Internet, est-ce que c'est un changement d'échelle? Je ne suis pas sûr. Et la révolution Internet n'a pas empêché ce ralentissement des gains de productivité tendanciels qu'on a connus, notamment en Europe, depuis 2000. Et puis moi, je termine par quand même un sujet que j'essaie toujours de mettre sur la table, de préférence collective. On a aussi un peu ce qu'on veut. Je ne veux pas être du tout normatif, sans jugement de valeur, mais si on a énormément de red tape, de précautions dans tout, dès qu'il s'agit d'avoir un investissement industriel, dès qu'il s'agit d'avoir un équipement nouveau, et qu'on a des procédures qui sont très longues, à tort ou à raison, mais qui ne sont pas celles qui existent aux États-Unis. Il ne faut pas s'étonner que le résultat soit quand même différent. Donc il y a aussi quand même une question sur laquelle il faut interroger nos préférences collectives et puis être conscient qu'on a le résultat de ce qu'on veut. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut vouloir se protéger de tout un tas de risques. Et voilà, c'est très légitime. Mais si on le fait, on ne va pas avoir la même performance qu'un pays qui n'aura pas les mêmes précautions pour tous ces risques. Alors, tant qu'on est en France, je prends un peu les questions par grande thématique. Quel impact du télétravail sur la productivité? Ça, c'est pour Gilbert. On sourit avec Antonin parce qu'on a produit un papier, une recherche sur cette question-là. Alors, la littérature est un peu n'est pas consensuelle sur l'impact du télétravail sur la productivité. Le résultat de nos propres analyses, qui rejoignent d'ailleurs le résultat d'autres analyses, c'est qu'on a une courbe en cloche en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un peu de télétravail, ça peut augmenter la productivité. Beaucoup de télétravail, ça peut en faire perdre. Alors pourquoi ça en fait perdre? Pour commencer par ça, parce qu'on perd de la cohésion d'équipe, on perd de la circulation d'informations, on perd beaucoup de choses favorables à la productivité. Et un peu de télétravail, par exemple, caricaturer les choses, entre 1 et 2 jours, 2 jours et demi par semaine, ça peut faire des gains de productivité. Ça a été montré dans une certaine littérature, avec 3 sources de gains de productivité associées. D'abord, un mieux-être pour les salariés concernés, donc bien-être favorable au gain de productivité. Une deuxième source de gain de productivité, c'est que le temps de transport qui peut être économisé, je dis bien qui peut être économisé, parce qu'il y a des choses contradictoires, les gens peuvent habiter plus loin quand ils travaillent une partie de la semaine, mais le temps de transport qui peut être économisé peut être en partie consacré au travail. De fait, c'est ce qui est observé. Et puis, il y a bien sûr l'économie de locaux et l'économie d'immobilisation immobilière pour les entreprises. C'est une source de gain de productivité globale des facteurs, si ce n'est pas forcément une source de gain de productivité du travail. Donc, les évaluations qu'on a faites sur la base d'une enquête avec Antonin montrent cet effet en cloche, mais qui demanderait à être confirmé, bien sûr, par d'autres études. Mais néanmoins, c'est une marche. Ça ne joue pas sur la tendance de la productivité. C'est un gain ponctuel, quoi. Une fois qu'on a ce gain, c'est fini, les gains associés au télétravail. Merci Gilbert. Alors, il y a plusieurs questions liées à l'actualité de l'élection américaine. Je vais essayer de les résumer. Donc, l'arrivée de Trump qui veut consommer à tout va et se moque de notre planète. Ne va-t-il pas accentuer l'écart entre États-Unis et France, ou Europe? Et cette politique économique de Donald Trump va-t-elle avoir un impact, alors là ça bouge, sur la productivité des États-Unis? Donc finalement, l'arrivée de Trump va-t-elle faire bouger les lignes par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Pour la productivité, c'est pas clair. Parce qu'on peut voir les différentes choses. Peut-être moins de régulation, pour bon ou mal. Mais en même temps, avec les tarifs c'est terrible pour
les manufactures qui a besoin des inputs, the parts that they get internationally. Ça, c'est terrible pour la productivité. Pour la plupart, je pense c'est mal. I think that's probably not good for looking to the future, for trying to be a leader in industries of the future, such as renewable energy. Mais on verra. Elon Musk pense que c'est une bonne chose. On verra. Pour prolonger, John, les tarifs, c'est les droits de douane. Hein. Ça risque d'être mauvais non seulement pour les États-Unis, mais pour tout le monde. Tandis qu'en relatif, l'absence de régulation, l'absence de concernement pour la soutenabilité environnementale et la transition, ça risque d'être à court terme bon pour la productivité américaine. Oui. Et pour le leadership des États-Unis, c'est mal. Alors, on a des questions sur la transition, pareil, plusieurs questions sur la transition énergétique. Alors, une première s'interroge sur pourquoi la production ralentit quand le coût de l'énergie augmente. Et une autre, j'essaie de les regrouper par thème, se demande s'il y a vraiment une volonté de faire ces transitions. Je l'ai perdu, mais je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment conscience de l'urgence de faire ces transitions? Et est-ce qu'on peut allier croissance et transition énergétique? Anne, c'est pour vous tout ça. Ouais. Alors, première question, c'est pourquoi la production ralentit quand le prix de l'énergie augmente? Tout simplement, on essaye, quand le prix de l'énergie augmente, on essaye de l'économiser plus, parce que comme elle coûte plus cher, on essaye d'être plus économe en énergie, et du coup, on est obligé, on ralentit un peu la production. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est globalement, nos actes individuels conduisent à augmenter l'efficacité énergétique, mais l'augmentation de l'efficacité énergétique se traduit par un petit peu moins de croissance de la productivité. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pas que la production diminue quand le prix de l'énergie augmente, c'est que la production augmente moins vite quand le prix de l'énergie augmente, parce qu'on essaye de se passer plus de la chose qui coûte cher, et à court terme, ça n'est pas facile. À long terme, on peut le faire. Alors, est-ce qu'il y a une vraie volonté de faire la transition énergétique? J'aimerais bien que ce soit le cas. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais je vous invite à y participer si vous le pouvez. Et la troisième question... C'était un peu dans cette épure-là. C'était un peu dans cette épure-là. Oui, sur la volonté de vraiment s'attaquer aux transitions. Antonin, vous avez commencé à y répondre, mais il y a une question qui redemande pourquoi les innovations technologiques ne se traduisent-elles pas en gains de productivité significatifs? Alors, c'est une vaste et complexe question. Je pense que la raison principale, c'est que parfois on surestime probablement le caractère révolutionnaire d'une technologie. Par exemple, quand les premières IA génératives ont commencé à se diffuser, type ChatGPT, effectivement, on voit des gains pour les développeurs qui écrivent du code. Ça leur fait gagner beaucoup de temps. Il y a des études, 30%, 40%, 50% d'efficacité en plus. Mais en fait, écrire du code, déjà, ils utilisaient beaucoup de technologies avant. C'est pas comme si ils sont passés de zéro à d'un coup l'arrivée de ChatGPT. Et puis en fait, c'est une petite partie de leur travail, même pour des développeurs. La grande partie du travail, ça consiste à réfléchir à l'architecture, à faire de la pédagogie pour expliquer au reste de l'unité de production comment on adapte le code, comment on l'utilise, quels sont les dangers, etc. Donc tout ça, c'est amélioré par l'intelligence artificielle, et on parle vraiment d'une technologie un peu révolutionnaire. Mais ça ne va pas complètement faire exploser la productivité de l'entreprise. Et par ailleurs, le problème principal avec ces technologies, et c'était vraiment ce qui est arrivé avec la vague de technologies numériques en Europe, c'est que la diffusion est en fait très lente. Pour des raisons de formation, pour des raisons de difficultés en termes d'infrastructure à mettre en place ces technologies dans différentes régions. Et sur ChatGPT, où on peut se dire c'est une technologie où le coût d'entrée est quand même très faible, puisqu'il n'y a pas, c'est un site internet, on peut écrire n'importe quoi, on a toujours une réponse, on peut mettre des images, on peut mettre ce qu'on veut. C'est très facile, ça a été conçu pour être vraiment utilisable de manière très naïve et très facile.
Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que le résultat qu'on obtient, il est quand même plutôt de mauvaise qualité si on ne passe pas le temps à être formé, à savoir comment interagir avec ces technologies. Et par ailleurs, vous avez quand même de plus en plus de statistiques qui montrent que la diffusion de ces IA génératives, elle n'est pas aussi massive qu'on pense, y compris chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'utilisent pas ChatGPT, et il y a même une étude récente qui montre que la tranche 18-25 ans utilise moins les IA génératives que la génération d'avant, ce qui est assez étonnant. Et également, cette même étude montre que les femmes utilisent moins, je ne suis pas exactement sûr de la raison, mais moins que les hommes ChatGPT et ces technologies. Donc, alors même qu'il n'y a pas de coût d'entrée particulièrement clair, ces technologies en fait, se diffusent pas de manière très, très, très fluide. Voilà la raison en partie. Merci Antonin. Alors on a plusieurs questions sur l'impact des arrêts maladie sur le taux de productivité, donc ça vaut peut-être le coup qu'on se repenche un peu dessus. Oui, on en parle beaucoup en ce moment avec la question du jour de carence et donc avec un rapport de l'IGF et de l'IGAS qui est beaucoup sur, à mon avis, les années 2022, avec un développement assez fort de l'absentéisme dans la période Covid. L'impression qu'on a, nous, quand on regarde nos outils, c'est l'enquête emploi, on interroge 100 000 personnes tous les trimestres, c'est qu'on est revenu à quelque chose qui n'est pas très significativement éloigné du présentéisme et de l'absentéisme qui prévalait avant le Covid. Il y a sans doute des petites différences, mais par rapport à ce que j'avais expliqué, moi, qui était de l'ordre de 5 points de PIB, 5%, c'est vraiment secondaire. Anne, là-dessus ? Oui, alors je ne parle pas de la France, mais je vais parler d'articles que j'ai lus récemment. Vous savez qu'aux États-Unis se diffuse un médicament qui s'appelle Ozempic et qui permet, une molécule qui permet de maigrir sans faire trop d'efforts, et ça améliore la santé des gens qui auparavant étaient obèses. Et donc j'ai vu circuler tout un tas d'articles en disant l'obésité, on sait que c'est coûteux pour le PIB américain. Si jamais on réduit l'obésité, les gens seront plus absents de leur boulot et donc ça va être fantastique. Et je me suis dit, zut, il n'y a pas beaucoup d'obèses en France. Ça fait encore un endroit où on ne va pas pouvoir gagner beaucoup de productivité et les Américains vont encore en gagner plus que nous. Alors j'ai regardé, j'ai fait un petit peu de calcul. Si jamais il n'y avait plus d'obèses aux États-Unis, avec les études qui sont disponibles, donc du coup ils seraient plus présents au travail, ils auraient moins de jours d'absentéisme pour raisons médicales, et du coup le PIB américain, le PIB, pas la croissance, le PIB américain augmenterait de 0,1%. Voilà, et donc comme ça va, si jamais aujourd'hui on les supprimait tous, les obèses, et donc voilà, donc en termes de croissance de la productivité, je crois qu'on peut... On les supprime pas, on les fait maigrir. Oui, on les supprime pas, ils deviennent minces. Merci Jean-Luc. Donc tout ça pour dire que même si on... Donc l'absentéisme en France est un petit peu plus grand que l'absentéisme pour cause d'obésité aux États-Unis, évidemment. Bon, enfin, ce qui a gagné en termes de croissance de la productivité ou de surcroît de PIB, c'est quand même pas gigantesque. Merci Anne pour cet éclairage. Alors on va prendre une petite dernière. Comment la différence de réglementation liée au marché du travail explique-t-elle l'écart de productivité entre l'Europe, notamment la France, et les États-Unis ? La rigidité du marché, la réglementation liée au marché du travail. Moi, je veux bien essayer de me lancer. Gilbert, tu me diras si tu veux compléter. Il est possible que dans la période récente, il y ait une partie des ralentissements des productivités en France qui soit due à des réformes qui ont été faites sur le marché du travail pour réduire le coût du licenciement, le coût de la séparation, le coût de fin des contrats, objectif ou ressenti par les entreprises. Et le fait est qu'on en connaît tous des entreprises qui hésitaient à embaucher parce qu'elles pensaient que si ça ne marchait pas, s'il y avait un revers de fortune, si le salarié ne donnait pas satisfaction, le coût de séparation serait très élevé. Avoir réduit ce coût de séparation par différentes dispositions législatives, ordonnances, etc., c'est une manière de réduire de façon indirecte le coût du travail. Et ça a sans doute, mais très très difficile à quantifier, ça a sans doute un petit effet dans le fait qu'à croissance donnée, on a eu aussi plus d'emplois. Mais bon, voilà, je ne peux pas dire qu'il y a des études qui permettent de documenter cette intuition. Enfin, il y a une littérature abondante qui montre que les régulations, la sécurisation de l'emploi a des effets plutôt défavorable sur la productivité, tant en niveau qu'en croissance. Il y a quand même une littérature assez abondante là-dessus. C'est l'idée que ça augmente le coût de la prise de risque.
la prise de risque dans des processus de production, dans la recherche, dans la mise en œuvre de certaines technologies avancées. Et donc cette prise de risque est plus coûteuse dans un pays dans lequel l'emploi est très protégé que dans un pays dans lequel l'emploi est moins protégé. Et donc il y aura moins de prise de risque et de ce fait, moins de baisse, une atténuation des sources de la croissance de la productivité. Alors la littérature est consensuelle là-dessus et empiriquement ça ressort assez bien. C'est vrai que les changements qui ont été opérés en France sur les dernières années, en tout cas, qui sont allés dans la direction de moins d'incertitudes sur les risques, coût de licenciement par exemple, avec la barémisation du coût de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des décisions de ce type-là, n'ont pas, manifestement, en termes de productivité, eu les résultats escomptés. Ou en tout cas, ça aurait peut-être été largement pire sinon. Donc voilà, il reste des points d'interrogation entre une espèce de contradiction apparente entre des résultats d'une littérature quand même très abondante et puis le constat fait en France où les changements qui ont été opérés, qui sont quand même pas anecdotiques, n'ont pas eu comme résultat une accélération de la productivité qui soit significative. Merci à tous les 5 pour votre éclairage. Merci à vous de vous être passionnés pour ces questions de productivité.